Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 15 juin 2024 avec comme titre principal un sénateur américain républicain même, Lindsey Graham avoue dans une grande chaîne de télévision américaine la vraie raison pour laquelle les États-Unis veulent absolument l'Ukraine. Et là, il nous apprend nûment que c'est pour les ressources de l'Ukraine. Et que l'Ukraine est tellement riche en potentiel qu'il ne faudrait surtout pas que les États-Unis laissent ce magot à la Russie, qui en plus partagerait le magot avec la Chine. Totalement inacceptable. Donc nous allons voir ça en détail. Nous allons voir aussi que les États-Unis et l'Ukraine font une chasse à l'homme très précise, donc envers de grands journalistes, de grands intellectuels. Et pour cela, et là par l'intermédiaire de l'Ukraine, font une liste. Encore une, vous allez me dire. Donc cette liste, pour, on va dire, ennuyer médiatiquement ou avec leur réputation ces personnes éminentes, donc ces grands journalistes, ces grands universitaires, c'est des personnages, on va dire, célèbres, mais anti-guerre et pro-russes, eh bien, bon, cette liste est faite pour les ennuyer, c'est-à-dire essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. Mais les Ukrainiens ont une autre liste que vous connaissez certainement, puisque je vous en ai parlé à maintes reprises dans les points sur l'Ukraine. C'est la fameuse liste qui existe depuis plus de 2 ans, qui s'appelle Milodvorets. Et cette liste, il y a eu des grands noms qui étaient dessus. Donc le premier grand nom très connu, c'était Dalia Dugina qui était sur la liste et qui donc a été assassinée, puisque je rappelle que c'est une liste des personnes à tuer, pas d'embêter médiatiquement. On parle de liste des personnes à tuer, fait par le SBU. Et donc il y a eu Dalia Dugina, mais il y a eu aussi Gonzalo Lira, donc ce journaliste américain qui est mort dans les geôles ukrainiennes, torturé par les Ukrainiens jusqu'à la mort. Voilà, son cas a fait l'objet d'une annonce à l'ONU. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de journalistes qui quand même se sont plaints au plus haut niveau. Évidemment, l'ONU n'a strictement rien fait, même si le cas a été porté jusqu'à l'ONU, hein, bien sûr, et dans les certains médias anglo-saxons. Je dis bien certains, puisque les grands médias n'ont pas voulu défendre leurs confrères, exactement à l'image de Julian Assange, parce qu'il était anti-guerre et pro-russe. Alors évidemment, cela lui enlève, on va dire, le statut d'être humain. On peut le tuer, lui, pas de problème, on peut le torturer et on ne dira rien. Voilà, les médias n'en parleront pas, surtout pas, parce que c'était un journaliste qui allait dans le mauvais sens, qui allait pas dans le sens de la propagande. Il y en a eu plein comme ça, des comme lui, hein. Donc au début de la guerre, j'avais fait une vidéo d'un grand journaliste américain et d'un grand journaliste anglais qui avait dû quitter Kiev au début de la guerre. J'avais fait une vidéo là-dessus parce que il disait la vérité. Vous savez, sur les bombardements du Donbass qui ont duré 8 ans, donc eux, ils habitaient à Kiev depuis une dizaine d'années et ils faisaient la chronique de tout ce qui se passait à Kiev, du pourquoi et du comment. Et comme ils commençaient à trop parler, et ils parlaient surtout à RT, TV et à Sputnik, eh bien bon, à ce moment-là, RT et Sputnik étaient encore là, ils n'étaient pas encore interdits, mais ils avaient dû s'exiler car ils avaient eu des menaces très fortes du gouvernement de Kiev. Et j'en avais fait une vidéo. Bref, on va parler de tout ça. Alors là, ce cas-là, on va vraiment en parler en détail, hein, par un article d'un grand journal dissident américain. Et je rappelle que la liste Milo de Volès, quand on va sur le site Milo de Volès, en haut à droite de la page, nous avons les sponsors et c'est même pas caché. Donc c'est marqué Varsovie et la CIA.
Voilà, comme ça c'est très clair. Je salue l'honnêteté du SBU ukrainien hein, là-dessus. Bravo à eux pour cette honnêteté. Par contre, le nouveau site qui a fait cette nouvelle liste dont on va parler, qui est encore une fois ukrainienne, mais qui est chapeautée par le gouvernement américain, dommage, eh bien là on va vraiment parler longuement, parce que Milo de Voles, je vous en ai parlé tellement de fois que là je ne vais pas en parler cette fois-ci. On va parler de bien d'autres sujets, comme de la flotte russe qui est arrivée à Cuba, avec un sous-marin nucléaire d'attaque. On va parler de tout cela. Évidemment, c'est le énième signe que Vladimir Poutine donne à l'Occident pour vraiment leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils aillent plus loin en Ukraine, sinon cela va aller mal. Je rappelle qu'en plus, il y a eu un deuxième exercice nucléaire tactique à la frontière russo-ukrainienne en Biélorussie, faite par les Russes en accord avec la Biélorussie, enfin de concert avec la Biélorussie. C'est le deuxième exercice. Voilà. Donc là, ça commence à faire beaucoup de signes à l'Occident pour leur dire attention, attention, ne faites pas n'importe quoi. Là, on vous prévient avec des gros néons bien rouges pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Attention. Bon, apparemment, l'Occident s'en fout hein, de tout ça. Bref, pour l'Occident, ce n'est que du bluff. Jusqu'à ce que cela soit trop tard, hein, comme d'habitude. Nous verrons bien. Bon, évidemment, nous allons traiter de bien d'autres sujets. Dans les grands sujets, il y a le vol apparemment qui va être fait. Ça a été décidé lors du sommet du G7 là dernièrement pour voler les intérêts des avoirs russes. Voilà. Et de faire un prêt de 50 milliards à l'Ukraine, toujours vis-à-vis des avoirs russes. Bon, les grands pays du monde hors Occident ont prévenu, dont la Chine et l'Arabie Saoudite en premier lieu, mais maintenant il y a eu l'Inde dernièrement. Donc les grands pays du monde ont prévenu l'Occident que s'il faisait ce geste malencontreux, il y aurait des conséquences gravissimes sur l'entièreté de l'économie occidentale. Mais apparemment, non, c'est pas grave, on continue. Ça va, tout va bien. Bon, bref, nous allons voir qu'ils sont vraiment en train de le faire. Ils n'ont pas encore passé le pas. Hein. Parce que Vladimir Poutine les a prévenus qu'il y aurait des rétorsions immédiates des avoirs occidentaux en Russie. Bien sûr. Et la Russie l'a déjà fait. Hein. La Russie a fait déjà un blocage d'avoirs de 400 millions de dollars à la banque JP Morgan et de 700 millions de dollars sur 3 banques américaines. Européennes. 3 banques européennes. Donc déjà, ils ont déjà montré qu'ils allaient le faire. Voilà, qu'il y aurait des rétorsions côté russe. Bref, je commence à faire une introduction beaucoup trop longue. Donc oui, nous allons parler de bien d'autres sujets, évidemment. On va parler du front, bien sûr, avec une avancée forte russe sur Vovchansk, donc dans l'oblast de Kharkov, dans le nord. Donc c'est assez notable pour que je vous en parle. Apparemment, dans le front nord côté ukrainien, tout s'écroule suite à encore une énième affaire de corruption ukrainienne. Nous allons voir ça ensemble, encore une fois, avec bien d'autres articles, comme d'habitude. Et comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties. Les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin de la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà, commençons. But what did Trump do to get the weapons flowing? He created a loan system. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China. This is a very big deal.
deal how Ukraine ends. Let's help them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to give Putin 10 or 12 trillion dollars of critical minerals that he will share with China is ridiculous. Alors, je vous ai montré un extrait de Lindsey Graham sous-titré en français qui nous dit le fond de sa pensée quant à la valeur de l'Ukraine pour les États-Unis. Donc soyons clairs, hein, bien sûr que ce n'est pas pour la liberté, la démocratie ou les valeurs de l'Occident que les États-Unis sont impliqués en Ukraine, mais en gros c'est pour voler les terres, prendre les ressources et bien sûr aussi pour la position géostratégique de l'Ukraine. Donc là au moins c'est dit clairement. Et c'est exactement ce que pense en réalité le gouvernement américain, qui marche de cheville avec BlackRock, parce qu'en réalité c'est BlackRock qui contrôle le gouvernement américain, c'est le sommet de la pyramide de l'État profond, hein, BlackRock, en réalité. Bon, partagé avec d'autres que je ne peux pas nommer sur YouTube. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Et là, je vais souligner ce propos avec un article du Wall Street Journal qui nous dit comment la guerre en Europe stimule l'économie américaine. Le réarmement européen et l'aide américaine à l'Ukraine reviennent à la base industrielle de la défense américaine en réalité. Alors bon, vous allez me dire, c'est pas un secret, même sur les plateaux télé français, certains le disent que ça va en réalité au complexe militaire-industriel américain. Mais voilà, je voulais compléter ce que disait Lindsey Graham avec cet article du Wall Street Journal qui prend très symboliquement des F-35 qui veut tout dire puisque les États-Unis forcent les pays européens à acheter des F-35. Là, dernièrement, c'est une quinzaine de pays européens qui achètent des F-35. Une véritable honte, puisque pourquoi le F-35 et pourquoi pas l'Eurofighter ou le Rafale, vous allez me dire. Bref, c'est comme ça, vous le savez bien, les États-Unis contrôlent l'Europe et de plus en plus depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, depuis qu'il y a la guerre. Et là, on lit les partisans du soutien à l'Ukraine invoquent généralement les intérêts stratégiques ou les obligations morales des États-Unis. Dernièrement, ils avancent un argument plus calculateur. C'est bon pour l'économie. Alors, je loue l'honnêteté du Wall Street Journal, voilà, un des plus prestigieux journaux du monde. Alors certes, là, ils disent tout à fait la vérité, mais voilà, arrêtons l'hypocrisie. Tout le monde sait pourquoi les États-Unis poussent absolument à la guerre. Bien sûr que c'est pour leurs intérêts, tout comme ils ont fait sauter les Nord Stream, toujours pour leurs intérêts, et toujours pour leurs intérêts aussi, il fallait détruire l'économie allemande et plus généralement européenne, afin que l'Union européenne se jette dans les bras des États-Unis, que cela soit économiquement ou militairement. Alors là, on va regarder un article d'antiwar.com, donc un des plus grands journaux dissidents des États-Unis, qui nous dit « Une publication ukrainienne soutenue par les États-Unis publie une nouvelle liste d'ennemis ». Donc là, vous voyez, le site s'appelle Roller Coaster, je ne sais pas pourquoi, ça veut dire les montagnes russes. Là, ce qui est rigolo, c'est dit des Trumpistes aux communistes. Et là, vous voyez des noms de tous les gens qu'il va falloir diffamer ou calomnier par l'Occident parce qu'ils sont anti-guerre et pro-russes. Hein, voilà, donc là vous voyez une petite image comme ça. La publication web ukrainienne Data Journalism Agency, affiliée au gouvernement américain, vient de publier un rapport attaquant des centaines de personnalités et d'organisations américaines de premier plan, les qualifiant d'ennemis parce qu'elles ne soutiennent pas l'envoi de davantage d'argent et d'armes américaines en Ukraine. Le rapport, intitulé « Montagne russe », des Trumpistes aux communistes, les forces américaines qui entravent l'aide à l'Ukraine et la manière dont elles le font entendent diffamer les politiciens, les journalistes et les influenceurs des médias sociaux américains en les traitant d'outils de la propagande de la Russie, en écrivant « La plupart des personnes interrogées dans notre étude
n'ont pas de lien direct et avéré avec le gouvernement russe ou avec les propagandistes. Cependant, les arguments qu'ils utilisent pour exhorter les autorités à prendre leur distance avec l'Ukraine font écho aux messages clés de la propagande russe visant à priver les Ukrainiens de la capacité de se défendre avec des armes et des fonds occidentaux. Bien que la liste des ennemis prétende corriger la désinformation sur l'Ukraine répandue par ceux qui figurent sur sa liste, alors sur la liste il y a des gens comme Jeffrey Sachs, Noam Chomsky, Norman Finkelstein, etc. Des très très grands noms de l'international. Bref, le rapport lui-même est plein de désinformations grossières. Hein, le rapport Roller Coaster qu'on vient de voir. Par exemple, ce morceau, ça n'a pas été traduit, c'est ce morceau, cet extrait. Même des mythes longtemps démystifiés continuent de faire surface, comme les allégations de domination nazie et d'American Biolab, c'est-à-dire les biolabs américains en Ukraine, et la présentation de la révolution de la dignité en 2014, donc la révolution, le mouvement Maïdan de 2014, comme d'un coup d'État. Donc le site ukrainien dit que ce sont des mythes qui ont été démystifiés il y a longtemps. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des nazis en Ukraine, des biolabs américains en Ukraine, et qu'il y a eu un coup d'État des Américains, tout ça, ça a été démystifié il y a longtemps. Voilà. Alors que, comme le dit Anti-War lui-même, c'est-à-dire que c'est de la désinformation grossière. Bien sûr que c'est une réalité, une évidence. Mais bon, vous voyez déjà la tête du site ukrainien. Hein. L'affirmation de l'organisation selon laquelle ces affirmations sont démystifiées depuis longtemps est peut-être un vœu pieux. Mais en ce qui concerne la réalité planétaire, même les principaux médias pro-ukrainiens aux États-Unis se tordent les mains devant les images extrémistes et inquiétantes provenant du pays. Par exemple, NBC News a écrit que le problème nazi de l'Ukraine est réel, même si l'affirmation de Poutine sur la dénazification ne l'est pas. Vous voyez déjà le contresens fait par NBC, qui est une des plus grosses chaînes américaines, hein, je tiens à la rappeler. Donc dans la même phrase, il y a une contradiction. Il y a un problème nazi en Ukraine qui est bien réel, mais l'affirmation de Poutine sur la dénazification ne l'est pas. C'est à se tordre de rire. Newsweek s'est demandé pourquoi tant de néo-nazis se sont-ils ralliés à la cause de l'Ukraine. Même avant le conflit actuel, les principales publications pro-ukrainiennes telles que Reuters s'inquiétaient en 2018 du problème néo-nazi de l'Ukraine. Tiens. En ce qui concerne les biolabs, Victoria Nuland, la mère du Maïdan, c'est-à-dire du coup d'État en Ukraine, a admis lors d'une audition Sénat américain qu'il existait des biolabs en Ukraine. Ah, mais on peut rétorquer qu'il ne s'agissait pas de biolabs américains. En fait, avec l'authenticité du tristement célèbre ordinateur portable de Hunter Biden, désormais absolument confirmé lors de son procès, un rapport du New York Post, il y a 2 ans, basé sur l'ordinateur portable, doit également être considéré comme exact. Selon l'article, l'affirmation de la Russie selon laquelle Hunter, le fils du président Biden, finançait des laboratoires de biologie en Ukraine, était fondée sur la vérité, selon les courriels examinés par le Washington Post. The Post, c'est la contraction du Washington Post. Et pour savoir si les événements de Maïdan en 2014 étaient une révolution de la dignité ou un coup d'État, il suffit encore une fois de se tourner vers le tristement célèbre appel téléphonique de Victoria Nuland avec l'ambassadeur américain à Kiev, Jeffrey Payat, pour avoir toutes les preuves nécessaires que les États-Unis microgèrent le conflit, l'élimination d'un dirigeant élu et son remplacement par des marionnettes américaines triées sur le volet. Le rapport inclut également des hommes politiques et des journalistes américains de premier plan, tels que le sénateur J.D. Vance, le sénateur Rand Paul, le représentant, c'est un sénateur aussi, hein,
le représentant Matt Gaetz, la représentante Marjorie Taylor Greene, le représentant Jim Jordan et le colonel Douglas MacGregor, bien évidemment, le fameux colonel MacGregor qui est une de mes sources avec d'autres comme Alexander Mercouris et d'autres. J'ai plusieurs sources bien sûr que vous connaissez si vous me suivez. Même nos amis d'antiwar.com et votre correspondant se retrouvent sur la liste des ennemis ukrainiens. C'est-à-dire celui qui a écrit l'article, c'est lui-là. David McAdams, c'est lui qui a écrit l'article, est sur la liste des personnes à surveiller, à diffamer, à calomnier, parce que c'est évidemment les gens sur cette liste ensuite sont étudiés par le gouvernement américain afin que le gouvernement américain envoie cette liste à tous les grands médias occidentaux afin que les grands médias occidentaux puissent diffamer ou calomnier ces personnes-là et de détruire leur réputation. C'est le but de cette liste. Encore une fois, elle est très différente de la liste du SBU ukrainien Milodvorets, qui est sponsorisé aussi par la Pologne et la CIA. Très différent, puisque la liste de Milodvorets, c'est une liste des personnes à tuer. Différent donc. Donc là, concernant la conférence de paix qui se déroule en Suisse, on va démarrer avec un article de Global Times qui date du 4 juin et qui nous dit « L'absence de Biden suggère que Washington manque de confiance dans la conférence de paix en Suisse ». Là, c'est une coquille de la part de Global Times, c'est en Suisse et non pas en Ukraine. Donc, et ça datait déjà du 4 juin. Donc là, vous voyez une petite image rigolote. Donc vous voyez l'Ukraine dans un chaudron en train de bouillir et l'oncle Sam en train d'alimenter le chaudron. Voilà, pour que éventuellement ça explose. Bref, le président américain Joe Biden ne participera pas à la prochaine conférence de paix sur l'Ukraine en Suisse, une décision qui, selon les analystes chinois, révèle que Washington manque de confiance dans les faits réels de la réunion. Au lieu de cela, la vice-présidente Kamala Harris et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan représenteront les États-Unis lors de l'événement de 2 jours à Lucerne à partir du 15 juin, a rapporté Politico, citant un communiqué de la Maison-Blanche. Bon, bref, tout cela pour dire que Zelensky est un peu en panique et là essaye de faire feu de tout bois. Là, je vais vous lire ça parce que c'est intéressant. Cette fois, Washington semble avoir contrarié le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a décrit la décision comme une décision qui ne serait accueillie que par des applaudissements de Poutine, a rapporté Politico. Donc, Zelensky est très en colère contre les États-Unis parce que Biden, au final, ne viendra pas, mais bien d'autres pays ne viendront pas, ou alors leurs présidents ne viendront pas. On prend par exemple le cas de l'Inde, qui est le même que celui des États-Unis. Modi ne viendra pas et à la place, il envoie une délégation indienne. Donc c'est une seconde humiliation pour Zelensky. L'Arabie Saoudite ne vient pas, la Chine ne vient pas, le Brésil ne vient pas. La Russie n'a pas été invitée. Pour les négociations de paix, la Russie n'a pas été invitée. Vous voyez le grotesque de la chose. De toute manière, vous allez me dire c'est logique avec Zelensky, puisque Zelensky, il y a plus d'1 an, il a fait paraître un décret gouvernemental qui interdit toute négociation avec Vladimir Poutine. Voilà, donc effectivement, là, Zelensky est cohérent avec lui-même en n'invitant pas Vladimir Poutine. C'est logique. Là, un article de Politico, la Maison-Blanche déclare que Biden ne participera pas au sommet de paix en Ukraine. L'absence du président américain ne serait saluée que par les applaudissements de Poutine, a déclaré le président ukrainien. Donc vous voyez que ce sommet pour la paix est complètement ridicule. Zelensky, il a fait ça uniquement pour faire une caisse de résonance de l'Occident pour dire hey, regardez combien nos rangs sont resserrés autour de l'Ukraine. Mais il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Arabie Saoudite, il n'y a pas le Brésil, il n'y a pas la Russie, bien sûr, il n'y a même pas les États-Unis, alors que c'était le pays le plus attendu au sommet.
Alors, quand on dit il n'y a pas les États-Unis, il n'y a pas Joe Biden qui aurait été un symbole fort. Non, là on envoie Kamala Harris, la risée de tous les États-Unis, quoi. Le clown principal des États-Unis. Donc ça fait marrer tout le monde. Et l'envoi de Kamala Harris, par contre, est un symbole très fort pour dire que les États-Unis ont vraiment autre chose à faire que de s'occuper de ce sommet de la paix. Et oui, c'est comme ça. Alors concernant le sommet de la paix en Suisse, on va conclure avec un article du New York Times qui nous dit Poutine fait une offre de cessez-le-feu avec des exigences radicales sur le territoire ukrainien. L'Ukraine a dénoncé cette offre, affirmant que M. Poutine avait peur d'une paix réelle. Zelensky a ajouté que c'était un ultimatum hitlérien. Le dirigeant russe a fait ses remarques un jour avant un sommet de paix organisé par Kiev. Alors sans lire tout l'article, je vous le résume. Vladimir Poutine demande que toutes les troupes ukrainiennes se retirent des 4 oblasts déjà considérés comme russes par Vladimir Poutine, c'est-à-dire l'oblast de Lugansk, Donetsk, Zaporozhye et Kherson. Voilà, il demande que toutes les troupes ukrainiennes se retirent de ces 4 oblasts. Ensuite, il demande que l'Ukraine ne fasse jamais partie de l'OTAN. Et il demande que toutes les sanctions qui ont été mises en place contre la Russie soient levées. Voilà toutes les exigences de Vladimir Poutine afin d'entamer les négociations. C'est-à-dire que ce sont les conditions sine qua non et préalables pour entamer des négociations. Voilà ce qu'exige Vladimir Poutine. Il veut cela. Alors évidemment, cela a été complètement rejeté, bien évidemment. Alors on va passer ensuite à la fin, parce que c'est le plus intéressant. Donc on a Vladimir Poutine qui dit aujourd'hui nous faisons une autre proposition de paix concrète et réelle, a déclaré le dirigeant russe. Notre position de principe est que le statut de l'Ukraine doit être neutre, non aligné et exempt d'armes nucléaires. Donc ça s'ajoute à la liste que je vous ai dite précédemment. Pas d'armes nucléaires aussi. S'exprimant à propos de la prochaine conférence de paix en Suisse, M. Poutine a déclaré que sans la Russie, il serait impossible de parvenir à une solution pacifique sur l'Ukraine et de manière générale sur la sécurité européenne mondiale. Il a été soutenu dans ce sens par la Chine et le Brésil, qui ont souligné la futilité des pourparlers de paix sans une seule partie à table. Le mois dernier, la Chine et le Brésil, qui entretiennent tous deux des relations amicales avec la Russie, ont présenté une proposition commune visant à entamer des négociations de paix incluant Kiev et Moscou. Ni la Chine ni le Brésil n'envoient de délégation de haut niveau à la conférence de Suisse. Et d'ailleurs, là, on attend la réponse de l'Inde qui devrait être imminente parce que peut-être que Modi ne viendra pas lui aussi. Nous verrons. En tous les cas, Joe Biden, lui, ne vient pas. Il envoie Kamala Harris à la place. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur la conférence de paix. Donc je résume une dernière fois les exigences de Poutine, que toutes les troupes ukrainiennes se retirent des 4 oblasts, que l'Ukraine ne fasse jamais partie de l'OTAN, que toutes les sanctions soient levées et qu'il n'y ait aucune, contre la Russie bien sûr, et qu'il n'y ait aucune arme nucléaire en Ukraine. Voilà en résumé ce que réclame Vladimir Poutine pour entamer les négociations. Ça, c'est pour commencer des négociations. Voilà, ce ne seront pas, à mon avis, ces exigences finales, puisque n'oublions pas qu'il y a aussi la dénazification de l'Ukraine, entre autres choses. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette conférence de paix en Suisse. Là, on a un article de France 24 qui nous dit 4 vaisseaux russes, dont un sous-marin nucléaire, font escale à Cuba. 4 navires de la marine de guerre russe, dont un sous-marin à propulsion nucléaire, font escale à La Havane depuis mercredi. Une visite qui respecte strictement les règles internationales, a fait savoir Cuba, sous embargo américain depuis plus de 6 décennies. Donc là, vous voyez le sous-marin nucléaire russe. Alors évidemment, Cuba et la Russie, c'est une longue histoire, hein, bien entendu. Et là, c'est la Russie qui fait un clin d'œil aux États-Unis,
qui dit, bon ben vous mettez des armes en Ukraine, mais aussi en Finlande, en Suède, etc., ben nous on va mettre des armes à Cuba, avec en plus le plein soutien de Cuba. Donc on va faire la même chose et aux portes de la Floride. Pourquoi pas? Vu que vous comprenez pas les messages qu'on vous donne, ben on va vous donner des messages de plus en plus clairs, en espérant que vous compreniez. Pour l'instant, les États-Unis, l'Union européenne ne comprend toujours pas, hein. Ils foncent toujours tête baissée. Je tiens à le souligner. Là, on passe à un article du New York Times qui nous dit un responsable de la reconstruction démissionne, soulignant les tensions en Ukraine. Le départ du responsable qui avait pointé du doigt une mauvaise gestion des fonds a porté un coup dur aux efforts du gouvernement visant à apaiser les inquiétudes des alliés sur la manière dont l'aide est dépensée. Et vous allez voir de quel responsable on parle, hein. Un responsable ukrainien ayant une longue expérience en matière de lutte contre la corruption a démissionné lundi d'une agence gouvernementale supervisant les travaux de reconstruction en Ukraine financés principalement par l'Occident, invoquant une mauvaise gestion des fonds. Son départ met en évidence les tensions au sein du gouvernement du président Volodymyr Zelensky sur l'attribution de l'aide de guerre. Le responsable Mustafa Nayem, ancien directeur de l'agence d'État pour la restauration de l'Ukraine, n'a pas allégué de détournement de fonds pur et simple, mais ces allégations d'abus et de mauvaise gestion risquaient de faire échouer les efforts du gouvernement visant à apaiser les inquiétudes des États-Unis et d'autres alliés quant à l'apport de milliards d'aides à l'effort de guerre à l'Ukraine. Il est le deuxième haut responsable impliqué dans les efforts de reconstruction de l'Ukraine à partir le mois dernier. Après le limogeage en mai d'Alexander Kubrakov, le ministre de l'Infrastructure, le ministère de M. Kubrakov supervisait l'agence dirigée par M. Nayem. M. Kubrakov était perçu dans les cercles politiques de Kiev comme une personnalité alignée sur les États-Unis, sur les priorités de dépenses pour la reconstruction de l'aide. Une position qui irritait d'autres dirigeants du gouvernement qui étaient mécontents de ce qu'ils considéraient comme une surveillance américaine intrusive. Lui et M. Nayem s'étaient prononcés contre la corruption dans le secteur de la construction. Donc les deux plus grands hommes corrompus, c'est eux qui se sont prononcés contre la corruption dans leur département. Oh, ironie de la situation, vous allez me dire. Et donc, ces gens-là, pourquoi ils ont été mis si haut? Ils ont été mis si haut parce que c'était des personnalités à la base richissimes, bien sûr, tout à fait pro-américains, bien évidemment. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été placés là, bien sûr. Mais il n'y a qu'un petit souci, et les États-Unis ont trop tendance à fermer les yeux, ainsi que l'Union européenne, c'est que c'est corrompu à tous les niveaux. Je ne compte plus les points sur l'Ukraine où je vous ai montré les gens du gouvernement de Zelensky qui ont été virés. Et on parle à des postes les plus importants. À la défense, à l'économie, pour la construction des lignes de défense au nord de l'Ukraine. Et là, maintenant, pour la reconstruction de l'Ukraine. Ça n'en finit plus. C'est sans fin. C'est sans fin. Donc c'est extrêmement grave. Et vous savez le plus grotesque, le plus ridicule, on a récemment, là, ces 2 derniers jours, Ursula von der Leyen qui a proposé que d'ici la fin du mois, très 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 vite, la candidature de l'Ukraine soit mise en projet pour la faire intégrer dans l'Union européenne. Que très très vite l'Ukraine fasse partie de l'Union européenne. Vous vous imaginez un peu, on a ça qui vient de sortir, qui s'accumule avec les autres faits de corruption terribles que l'Ukraine a connus, c'est sans fin, ça n'arrête pas. Et bien malgré tout, von der Leyen pousse pour l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, un des pays les plus corrompus du monde. Vous imaginez? Alors que pourtant, plein de pays attendent depuis des fois plus de 20 ans l'intégration dans l'Union européenne, mais on disait ah non, vous avez un peu de corruption dans votre pays et vous acceptez pas les lois LGBT, alors non, vous acceptez pas. Là, on a un cas de corruption extrême
à tous les niveaux du gouvernement, impliquant Zelensky lui-même. Faut oublier qu'il était au centre des Pandora Papers, hein, Zelensky. Eh bien non, c'est pas grave. Comme l'Ukraine est important pour l'état profond de l'Union européenne et des États-Unis, on ferme les yeux sur tout, ainsi que le détournement de fonds gigantesques de l'Ukraine par les oligarques, les seigneurs de guerre ukrainiens, la mafia ukrainienne, etc., le gouvernement ukrainien, mais aussi par le détournement d'une grande partie des armes américaines. N'oublions pas le reportage de CBS qui disait que 70% des armes américaines étaient détournées. Après, il ne faut pas s'étonner que l'armée ukrainienne rame, parce que la plupart des armes sont détournées en réalité par le gouvernement ukrainien. Faut dire ce qui est. Voilà. Et pourtant, on veut l'intégrer à l'Union européenne. Vous imaginez? Bref, c'est comme ça. Là, un article du Financial Times, un remaniement gouvernemental tend les relations entre Kiev et ses alliés occidentaux. Une série de licenciements, de démissions et de remaniements gouvernementaux ont tendu les relations entre Kiev et ses alliés occidentaux et ont suscité des inquiétudes quant à la manière dont l'Ukraine peut gérer la réparation de ses infrastructures énergétiques alors qu'elle subit les attaques répétées de la Russie, rapporte le Financial Times le 10 juin, citant des responsables ukrainiens et des occidentaux anonymes. L'article des médias arrive le jour même où Mustafa Naïm, chef de l'agence ukrainienne pour la restauration et le développement des infrastructures, a démissionné, affirmant que des obstacles systémiques ont limité sa capacité à faire son travail. Selon les médias, 2 autres responsables de l'agence ont démissionné avec Naïm. Plus tôt en mai, le Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, a voté la destitution du ministre de l'infrastructure et vice-premier ministre chargé de la reconstruction, Oleksandr Kubrakov. Vous voyez un peu? Et ça, c'est la Rada qui a voté la destitution. Attention. Donc vous voyez, rien ne va plus dans le gouvernement ukrainien. Bon, là, c'est le Financial Times. Voilà, donc ça s'ajoute, ça s'empile. Jusqu'où cela va s'empiler avant que tout cela implose, nous verrons bien. Là, on va regarder un extrait de LCI qui nous parle de la formation calamiteuse des soldats ukrainiens. Regardons cela. Le Washington Post nous donne aujourd'hui des détails sur le profil des hommes qui interviennent en renfort. On apprend que très souvent leur formation, Sylvia, est d'une bien piètre qualité. Souvent, en arrivant sur le front, ils ne savent rien et certains ne savent même pas manier une arme à feu. Racontez-nous ce que nous dit le Washington Post aujourd'hui. Effectivement, c'est ce qu'il se passe en attendant les nouvelles recrues qui vont arriver suite à la loi votée sur la mobilisation. Eh bien, les commandants redéploient les soldats des positions arrière vers des unités de combat près du front. Et là, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent qu'ils sont loin de faire l'affaire. C'est le Washington Post effectivement qui le révèle dans cette enquête. Ce sont des personnes qui pouvaient par exemple occuper des postes tels que garde de pont, puis d'autres infrastructures, loin de la zone de combat. Alors d'où que viennent en tout cas ces nouveaux soldats? Le constat est toujours le même, un entraînement tellement déficient que les commandants doivent souvent consacrer des semaines à leur enseigner des compétences de base telles que la façon de tirer. Regardez ce que dit l'un d'entre eux. Nous avions des gars qui ne savaient même pas comment démonter et assembler une arme à feu. Il a passé une semaine avec eux pour s'assurer qu'ils s'entraînent pour passer ensuite à des tâches plus complexes. Alors pourquoi toute cette attention? Eh bien parce que dans quelques semaines, ils pourraient se retrouver près de Tchassifiar, qui est une des villes épicentres des combats dans le Donbass. Un commandant qui ne mâche pas ses mots. Regardez ce qu'il dit également. Nous perdons juste beaucoup de temps ici sur l'entraînement de base. S'il y a une percée près de Tchassifiar, ils seront envoyés là-bas pour mourir. Conséquence aussi de la décision de Zelensky d'écarter les 500 000 recrues voulues par l'ancien chef d'état-major Zaloujny. Il a fallu trouver ailleurs et on se souvient évidemment de ce bras de fer. Des conséquences, il y en a. Bien évidemment. Oui, il y en a, c'est ce que disent en tout cas les soldats interrogés par le Washington Post. Pour eux, la Russie a fait des gains cette année, en grande partie parce que l'armée ukrainienne n'avait pas assez de troupes pour se défendre contre les assauts implacables des Russes. De son côté, le gouvernement a été trop lent pour mobiliser. Alors, c'est précisément aussi pour ce manque de formation que de nombreux hommes ukrainiens craignent la mobilisation. On en parlait justement il y a quelques jours. C'est pourquoi des brigades individuelles partent dans toute l'Ukraine pour communiquer et dire qu'il y a au moins 60 jours de formation.
cette affiche, il est écrit « Nous garantissons 60 jours de formation ». Donc c'est la 13e brigade de la garde nationale, sans parler de panneaux d'affichage dans le métro. Le message doit absolument passer. Merci Sylvia. 60 jours pour aller mourir sur le front, ça me paraît peu. Surtout quand vous avez jamais tenu une arme. Oui, c'est le minimum. Vous n'êtes jamais battu aux côtés d'autres troupes. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, on nous disait que le soldat ukrainien était tellement mieux formé que le soldat russe, qu'un soldat ukrainien valait plusieurs soldats russes. Vous souvenez de tout ça? Bon, je vous passe le fait que les Russes sont des ivrognes, des drogués, qui sont sous-équipés, qui doivent se battre avec des pelles parce qu'ils n'ont plus d'armes, etc. Vous vous souvenez de tout ça? Eh bien là maintenant le mur des réalités arrive. Donc en réalité, justement, eh bien pourquoi on en arrive là? Faut vous poser la question. On en arrive là, manque de formation, enlèvement massif dans les rues en Ukraine de jeunes hommes. Pourquoi on en arrive là? Eh bien parce que il n'y a plus personne en Ukraine. Et ça prouve les chiffres du colonel McGregor, qui parle d'environ 600 000 morts côté ukrainien. Et oui, parce que pour qu'on en arrive à des extrémités aussi hallucinantes, c'est parce que les pertes sont hallucinantes. Et oui, et cela corrobore presque directement les chiffres donnés par Mediazona et BBC, qui vous donnent le nombre de morts russes, qui est très 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 largement inférieur au nombre de morts ukrainiens. Il y a une logique. Et la logique militairement, c'est que la puissance de feu des Russes est tellement supérieure à celle des Ukrainiens que forcément ils ne pouvaient pas en être autrement concernant les morts ukrainiens. C'est aussi simple que cela. Dans la même veine, on a un article de Politico qui nous dit « L'esquive de la conscription est un fléau pour l'Ukraine, alors que Kiev fait face à une grave pénurie de soldats. » Donc, je vais lire simplement le plus intéressant. Voilà. L'Ukraine manque dangereusement non seulement de munitions, en particulier d'obus d'artillerie et de missiles de défense aérienne, mais aussi de soldats pour parer une attaque russe. L'âge moyen des soldats ukrainiens de première ligne est de 43 ans. Et les preuves d'esquive se multiplient. Alors, ça fait des mois qu'on nous dit 43 ans. Maintenant, ça doit être plus élevé. L'évolution fait que, comme il y a de moins en moins de jeunes hommes, le chiffre ne peut que devenir plus grand. Donc 43 ans maintenant, je pense que c'est plutôt 45 ans. Peut-être même plus. Voilà. Bon, bref, la BBC a récemment rapporté que 650 000 hommes ukrainiens en âge de combattre ont fui le pays au cours des 2 dernières années, la plupart traversant la frontière avec la Pologne et la Slovaquie. Certains avec de faux papiers d'exemption. Bah oui, forcément, l'Ukraine étant ultra corrompue, il suffit de payer l'équivalent de 2000 €, et pour 2000 €, en moyenne, bien sûr, ça va entre 2000, moi j'ai vu jusqu'à 5000 €, vous pouvez payer un recruteur qui soit va vous donner des faux papiers d'exemption, soit alors qu'il devait vous enlever, entre guillemets, ferme les yeux et vous laisse partir. Voilà, l'un ou l'autre. Bon, alors effectivement, tout ça est extrêmement préoccupant pour l'Ukraine, puisque ça ne fait qu'aller crescendo, c'est de pire en pire. Là, vous voyez, là, on parle d'aller simple. Parce que en plus, ceux qui sont recrutés savent quand ils vont partir, mais ils ne savent pas quand ils vont revenir. Voilà, c'est ça le problème. Là, regardez, ils ont pris l'exemple d'un jeune homme qui s'appelle Artem. Et il dit, je suis jeune et je veux vivre ma vie. Et y aller sans savoir quand je retrouverai ma vie normale est difficile. J'ai des amis qui se sont portés volontaires au début de la guerre et ils se battent toujours là-bas. C'est donc comme un aller simple, dit-il. Eh ben oui, c'est qu'encore si l'armée ukrainienne, comme le réclament les jeunes d'ailleurs, leur disait, bon vous allez combattre 3 mois, 6 mois, et après vous revenez, et c'est certain, c'est des contrats de 3 mois ou 6 mois, là, il y aurait beaucoup de jeunes qui iraient se battre. En beaucoup, entre guillemets,
Mais il y en aurait beaucoup plus tout du moins. Là, on leur dit, vous allez combattre, mais vous savez pas quand vous allez revenir. C'est jusqu'à la fin de la guerre. Il y en a qui se battent depuis plus de 3 ans. Hein. Je vous ai montré il y a 3 semaines, il y en a qui se battent depuis plus de 3 ans. Eh oui, c'est-à-dire il y en a qui se battent depuis avant l'opération militaire spéciale, depuis avant la guerre. Parce que oui, il y avait une guerre civile depuis 2014. Hein. Donc il y a des Ukrainiens qui se battent contre d'autres Ukrainiens depuis fin 2014, ne l'oublions pas. Ça a duré 8 ans. Hein. Ne l'oublions pas. Hein. Hein, c'est beaucoup se battent entre Ukrainiens. Sauf qu'il y a les Ukrainiens pro-Kiev et des Ukrainiens russophones, pro-russes, tout simplement. Alors que peut-on dire en conclusion? Bah, outre le fait que l'Ukraine subit une terrible tragédie après avoir perdu des centaines de milliers de jeunes hommes, après avoir perdu des millions d'hommes et de femmes, bref, des familles entières qui sont partis, qui ont fui l'Ukraine du fait de la guerre dans ce pays-là, qui est ultra corrompu en plus, eh bien tout ça est une véritable tragédie. Et en plus de ça, sans aucun espoir à l'horizon, avec une Ukraine qui est de plus en plus affaiblie, comment va-t-elle négocier avec une Russie qui est de plus en plus puissante? L'Ukraine n'a plus aucun atout en main, absolument aucun. Donc la Russie va décider du sort de l'Ukraine, tout simplement. Car la Russie a tous les atouts en main, absolument tous. Et les jours passant, l'Ukraine devient si faible qu'au bout d'un moment, elle ne pourra donner aucune résistance à la Russie. La Russie aura une victoire de plus en plus totale avec le temps qui passe. Car oui, au bout d'un moment, l'Ukraine connaîtra un effondrement soudain, je parle militaire, et où là, la Russie aura tous les choix possibles. Elle pourra décider soit de prendre entièrement l'Ukraine, soit de prendre uniquement les oblasts composant la Novorossiya, c'est-à-dire en plus des 4 oblasts déjà pris, l'oblast de Kharkov, Dnipropetrovsk, Mykolaïev, Odessa, et en réalité être de facto les maîtres de toute l'Ukraine, même s'ils ne prennent que ces oblasts de l'Est de l'Ukraine en réalité, les oblasts les plus importants et les plus riches. Donc ils seront de facto les maîtres de l'Ukraine. Ils n'auront même pas besoin en réalité de prendre le reste de l'Ukraine. Et à quoi bon? Puisque dans l'ouest de l'Ukraine, ce sont des Ukrainiens totalement retournés, à cause de la propagande depuis une dizaine d'années, et ils sont tous pro-OTAN, pro-Union européenne. Quand je dis tous, j'exagère, bien sûr, mais une grande majorité. Donc les Russes n'ont que faire de la partie ouest de l'Ukraine, ils n'ont que faire de Kiev. Ou alors peut-être pensent-ils que prendre Kiev c'est bien pour éviter que le gouvernement ukrainien ne tombe dans les travers de l'OTAN, c'est-à-dire ne soit le jouet de l'OTAN. Avoir une partie ouest qui soit continuellement une menace potentielle perpétuelle, donc c'est insupportable pour Vladimir Poutine. Donc nous ne savons pas ce que Vladimir Poutine décidera, bien sûr, ça reste un mystère, mais en tous les cas, plus le temps passe, plus l'Ukraine va être totalement affaiblie, et comme je vous le dis à chaque fois, il y aura un effondrement soudain militaire. Et là, Vladimir Poutine n'aura que l'embarras du choix. Prendre tout le pays, prendre Kiev, juste les oblasts dont je viens de vous dire. Bref, vous m'avez compris. Donc tout ça est extrêmement triste. Et de toute manière, il n'y a aucune issue quant à l'Ukraine. Maintenant, pour l'Union européenne et les États-Unis qui poussent à la guerre, qui poussent en alimentant avec de l'argent et des armes en Ukraine, en essayant de construire des usines là-bas, etc., etc., tout ça est totalement vain. Ils le savent, alors pourquoi le font-ils? Puisque c'est à fond perdu tout ça. À quoi ça sert? Et vous allez me dire, oui, mais il y a les grands investisseurs, il y a BlackRock, Bill et Melinda Gates, l'Open Society, ils ont tellement investi en Ukraine, etc. Mais oui, mais alors,
Et alors, ils ont tellement investi. Et alors, si c'est sous contrôle russe, à quoi servira ces investissements? À quoi servira de remettre des milliards en Ukraine pour acheter n'importe quoi ou faire n'importe quoi? Pourquoi faire? Puisqu'à la fin, ce sera sous contrôle russe. Donc moi, et ce n'est que mon avis, je pense que c'est uniquement pour ne pas perdre la face. Uniquement. Et ils sont prêts à tout sacrifier, quitte à aller à la Troisième Guerre mondiale, pour ne pas perdre la face. Pour ne pas dire, oh, on a tellement investi qu'on va pas s'arrêter là quand même. On a trop investi en Ukraine, on peut plus reculer. Moi, je pense que c'est un peu leur état d'esprit. L'état d'esprit de l'état profond, parce que c'est l'état profond en fait qui dirige tout ce beau monde. Donc je pense qu'ils ont tellement investi en Ukraine des centaines de milliards de dollars, peut-être même plus, on ne sait pas. Hein. Après tout, il y a les financements cachés qui sont peut-être le gros de l'iceberg. Hein. Bon bref, spéculation là. Mais en tous les cas, voilà, je pense que c'est pour ne pas perdre la face, vraiment. Bon, bref, nous verrons. Je m'arrête là en tous les cas, on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire, mais avant que je vous parle des nouvelles du front, j'ai eu des nouveaux rapports russes. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Bref, en tous les cas, ces rapports russes confirment que ce que prétendaient les Ukrainiens, c'est-à-dire la destruction d'un système S-300 ou S-400 il y a 2 semaines, soit par des attaques MS, soit par des roquettes lancées par des HIMARS. Alors là, je ne sais pas, encore une fois, les sources divergent. Donc je ne peux pas assurer si c'était par des attaques MS ou des roquettes lancées par des HIMARS. Enfin bref, les rapports russes, les derniers, confirment que ce n'était pas un système S-300 ou S400, donc ça confirme ce que je vous disais il y a 2 semaines. Donc c'était une désinformation de la part des Ukrainiens comme d'habitude. Alors maintenant, ce sont des rapports russes, encore une fois, on y croit, on n'y croit pas, mais bon, je vous dis ce que j'ai lu. Mais en tous les cas, ça ne m'étonne pas, puisque c'est dans la même veine, là tout récemment, les Ukrainiens ont dit qu'ils avaient peut-être détruit 2 Sukhoi 57 grâce à des drones. Nous verrons dans la deuxième partie du point sur l'Ukraine que c'est encore de la désinformation, à l'image des A-50 soi-disant détruits par des patriotes. Je vous avais démontré que c'était de la désinformation, et pourtant l'information venait du général Zaloujny lui-même à ce moment-là. Hein. Donc désinformation toujours plus énorme à chaque fois, ils n'ont plus que ça, et à chaque fois c'est démonté. Pour le coup des Sukhoi 57, je vous le démontrerai en image dans le prochain point sur l'Ukraine lundi, qui est la deuxième partie. Bref, maintenant parlons du front. On va commencer par un énorme dépôt d'essence qui a été détruit par les Russes sur la ville de Boryspil. Alors la ville de Boryspil, donc a été attaquée par un missile russe qui a détruit un énorme dépôt de carburant, et aux dernières nouvelles, il brûle depuis 2 jours. L'information, je l'ai eue de la part de Xavier Moreau lui-même. Donc voilà, paraît-il que ça fait 2 jours qu'il brûle. Alors Xavier Moreau montre des images effectivement qui démontrent cela, effectivement. Donc ça c'est un gros coup dur, et c'est près de Kiev. Donc un énorme dépôt de carburant. Voilà pour les informations intéressantes quant aux destructions en Ukraine. Alors bien entendu, il y a d'autres destructions en Ukraine, vous vous en doutez bien, surtout des sous-stations électriques, des hubs électriques, etc. Mais ce n'est pas très intéressant puisque c'est très régulier. Je vous montre vraiment ce qu'il y a de plus intéressant, uniquement, pour faire court. Bref, sur le front sud, il s'est passé quelques petites choses, mais voilà, plutôt par rapport au nord de Mariupol,
Donc ici, il y a eu 2 avancées russes et le plus important, c'est que les Russes ont pris la ville définitivement de Stalomaïoské. Donc, et ils ont fait une avancée même sur la gauche de la ville aussi. Donc là, c'était assez intéressant à dire. Autre point où ils ont fait une avancée, c'est ici, donc au nord-ouest de Donetsk. Donc c'est dans la projection, comme vous pouvez le voir, d'Avdiivka, hein, vers la région d'Avdiivka. C'est dans la projection comme ça, comme vous pouvez le voir. Et là, il y a eu 3 avancées importantes. Donc ici, les Russes ont pris définitivement Novolskovskié et apparemment ils auraient pris Sokil. Ça reste à confirmer pour Sokil, mais c'est quasiment certain. Donc ils ont fait une avancée importante là, où ils ont définitivement pris ce gros village, peut-être celui-là, mais c'est quasiment certain. Et ils ont pris définitivement le gros village de Novolessk-Andrivka. Donc grosse avancée ici. Évidemment, comme vous pouvez le voir avec la flèche bleue, le but pour les Russes, c'est de prendre Pokrovsk, un énorme hub très important. Alors, autre information sur Tchassivial, bien sûr, là il y a eu 2 avancées russes. Donc ça piétinait un petit peu parce qu'il ne faut pas oublier que les Ukrainiens lancent beaucoup de leurs forces sur Tchassivial. Il y a eu énormément de morts côté ukrainien, un peu évidemment côté russe, bien évidemment. Là, il y a eu une avancée dans l'est de Tchassivial. Alors pas grande, mais une avancée quand même. Et une avancée dans le sud de Tchassivial. Donc la semaine dernière, c'était là. Maintenant, c'est là. Donc c'est quelques centaines de mètres. Alors là, quand on parle en zone urbaine, quelques centaines de mètres, ça vaut le coup de le noter parce que c'est important en zone urbaine. Donc évidemment, le but des Russes, c'est de prendre Tchassivial, qui va être le verrou pour aller à enlever, pour aller sur Kramatorsk et Slaviansk plus au nord. Bien évidemment, c'est de faire comme ça parce que ça, c'est les villes les plus importantes. Tchassivial étant le verrou qui empêche les Russes pour l'instant de prendre Kramatorsk. Alors pourquoi il y a ce symbole rouge? Symbole rouge veut dire qu'il y a beaucoup de combats, énormément de combats. Et les épingles, je rappelle, ça veut dire les avancées russes, quoi. Quand ce sont des épingles rouges. Voilà, donc là, il y a eu une avancée russe où les Russes vont bientôt prendre le village de Rozdolivka. Donc c'est pour bientôt, ils ont fait une avancée là, dans la ville, dans le village. Pour la première fois, là ça y est, ils sont dedans, bien évidemment ils vont prendre la ville. Là ils sont à environ 50% de la ville de Verkhnomansky. Donc là, et pareil, ils ont fait une grosse avancée dans la ville. Bon, tout en longueur, comme vous pouvez le voir. Comme d'habitude, là, ce n'est qu'une question de temps. Ils vont bientôt la prendre. Alors là, pourquoi il y a un gros symbole rouge? Tout simplement parce que là, c'est le fameux chaudron de Siversk qui a été pendant des mois et des mois stagnant. Donc Siversk étant évidemment extrêmement important pour les Ukrainiens, il y a toujours eu beaucoup de troupes. Alors comme il y a toujours eu beaucoup de troupes, énormément de troupes, il y a peu d'envoi de troupes fraîches dans le chaudron de Siversk. Tout simplement parce que sa bataille dure et là c'est pas un hachoir à viande. Tchassivial, c'est un hachoir à viande. Où là les Ukrainiens se font littéralement massacrer, exactement à l'image de Bakhmout, c'est-à-dire quand il y avait la grande bataille de Bakhmout. Donc pour information, la BBC, pendant que je suis dans la zone de Bakhmout, la BBC a confirmé avec des données réelles
que quand Wagner bataillait à Bakhmout, ils ont perdu 20 000 hommes Wagner. Et sur les 20 000 hommes qu'ils ont perdus, ils ont perdu 17 000 prisonniers. Ça veut dire que les forces de Wagner n'ont perdu en tout et pour tout qu'environ, on dit bien environ, 3 000 vrais soldats de Wagner. Et 17 000 prisonniers qui se sont enrôlés dans Wagner avec un minimum de formation. On parle de formation de seulement 3 semaines à 1 mois au maximum. Bon, évidemment, tout ça n'est qu'une moyenne. Ça se trouve, ils étaient envoyés avec 2 semaines de formation. Ça, nous ne le savons pas. Mais Wagner nous dit entre 3 et 4 semaines pour les prisonniers. Donc là, on peut clairement dire que Wagner a carrément envoyé de la chair à canon des prisonniers. Alors, c'est malin au niveau pragmatique. Évidemment, c'est complètement immoral. Mais bon, c'est comme ça, Wagner a fait ça. Donc on ne peut pas le nier. D'ailleurs, Prigojine l'avait dit, hein, il ne s'en cachait pas qu'il y avait des dizaines de milliers de morts côté prisonniers. Il l'avait dit en vidéo, sauf que quand il disait cela, Prigojine mettait cela sur le dos de Sergei Shoigu et de Gerasimov à l'époque. Jamais il n'accusait Vladimir Poutine, Prigojine. Par contre, il mettait cela sur le dos principalement de Shoigu et de Gerasimov, voilà, en disant qu'ils étaient mauvais. Bon, évidemment, il avait tort, complètement tort, puisqu'on voit le résultat maintenant. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire dans la région de Bakhmout et particulièrement de Chassivial. Bon, ensuite, un peu plus au nord, là, il y a eu une avancée, donc autour de la ville de Stelmakivka. Donc il y a eu une avancée, là, les Russes étaient là, donc ils ont avancé là, quelques centaines de mètres. Bon, c'était à préciser. Ensuite, plus au nord, donc dans la région de Kupiansk, beaucoup de combats. Donc toujours beaucoup de combats dans la région de Kupiansk, mais pas de réelle avancée russe. Là où il y a eu une avancée russe, c'est sur le nouveau front nord, en particulier dans la ville de Vovchansk. Dans la ville de Vovchansk, donc les Russes ont encore une fois consolidé au nord. Maintenant, ils commencent à se diriger vers le sud. Alors peut-être que l'avancée est un petit peu prématurée au niveau des lignes là, que j'ai mises là. Là, ils en sont là. Ce n'est pas consolidé, mais bon, ce sera forcément consolidé parce que là, il y a un délitement complet de l'armée ukrainienne donc sur le front nord, sur tout le front nord, et même sur Liptsi. Là, il y a un délitement de l'armée ukrainienne. Donc à mon avis, tout ça, ça se présente très mal. En tout cas, apparemment, d'après les derniers rapports russes que j'ai lus, il y a un délitement de l'armée ukrainienne sur le nord. Donc ça va très mal côté ukrainien à ce niveau-là. Alors, autre chose qui était à préciser, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait de très nombreux spetsnaz tchétchènes qui avaient pris la ville de Rizivka. Bon, ils n'ont toujours pas consolidé, mais ils sont là. Et apparemment, il y a quasiment il y a très peu de forces ukrainiennes qui les embêtent, hein. D'après ce que j'ai lu, ça reste à confirmer bien sûr, mais les premiers rapports que j'ai lus, c'est que c'est pas qu'ils sont libres, qu'ils font une promenade à la campagne, hein, les Tchétchènes, mais il y a très peu de force pour les contrer. C'est ce que j'ai lu, hein. Alors, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, ça reste à confirmer. Alors, ils n'ont pas pris la ville dans le sens consolidé avec des troupes permanentes sur place. Là, d'après ce que j'ai compris, ils passent, mais voilà, il n'y a pas vraiment de force ukrainienne qui les embête. Donc, j'ai considéré que c'était comme si c'était pris. De toute manière, les Tchétchènes, là, c'est les troupes de choc. Derrière, ça va être consolidé par des troupes régulières, bien évidemment. C'est une évidence. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Alors évidemment, en considération un peu plus générale,
les Russes veulent s'appuyer sur ce grand fleuve qui est le fleuve Oskol. Ils veulent s'appuyer sur le fleuve Oskol. Ça va être leur but, bien évidemment, militaire. Et une fois qu'ils seront appuyés là, ben, ça va faire une frontière naturelle après. Donc ça va beaucoup les aider logistiquement après. Alors bien évidemment, Liman à prendre, un des objectifs russes, cela va de soi. Mais bon, on n'en est pas encore là, vous voyez qu'il leur reste encore beaucoup de travail à faire côté russe. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Et c'est fini pour cette première partie du point sur l'Ukraine. Lundi, vous aurez la deuxième partie. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Et merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Enfin et toujours, soyez curieux.